Bonjour à tous. Alors, on va commencer, puis on verra s'il y en a d'autres qui nous rejoignent au fur et à mesure. Hop. Alors, je suis Marion Denot, je suis chargée de mission Industrie des loisirs au sein de ADI. Donc, ma mission, je suis particulièrement sur les filières tourisme, culture et sport. Et ma mission au quotidien, c'est de créer des écosystèmes innovants dans chacune de ces filières. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de tourisme, culture et sport. On va rester sur la thématique de la transformation numérique. Mais du coup, je vais animer cet atelier en collaboration avec Thierry. Et du coup, voilà, on va vous expliquer toutes les règles du jeu. Très bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si on nous entend bien. Vous m'entendez bien? Oui, hochez la tête lentement si vous m'entendez bien, voilà. Bonjour, je suis Thierry Rouy, je suis chargé de mission pour le CIRPIN. Le CIRPIN, c'est le syndicat régional des professionnels de l'informatique et du numérique, jeune entité créée en 1967. Et on regroupe les TPE, PME et quelques grands groupes du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On a un site internet, hein, si vous êtes curieux, allez voir. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est un atelier un petit peu spécifique puisque c'est un débat mouvant. Donc, vous allez jouer avec nous. On va même vous demander à certains d'entre vous de nous rejoindre ici. Mais alors, pour jouer, il y a des règles à respecter. Et Thierry et moi, on sera extrêmement vigilants parce que le débat mouvant, ça doit être un cadre bienveillant. Donc, du coup, il faut faire part de ses idées, de ses avis sans crainte. Il faut vous écouter les uns les autres. Faire preuve de bienveillance. Il n'y a que des bonnes idées, je le dis toujours, il n'y a pas de mauvaises idées, il y a des idées. Vous pourrez peut-être ne pas être d'accord, mais il faudra argumenter. Faites preuve d'esprit critique, mais ne jugez pas. Et puis surtout, il faudra vous amuser, prendre du plaisir, parce que le débat mouvant, c'est vraiment ouvert. Alors, on veut un débat propre, et je rappelle, j'ai un taser. D'accord? Alors, pour les règles du jeu, on va inviter une vingtaine de personnes, les personnes qui le souhaitent, à venir nous rejoindre ici. Et donc, on va constituer deux camps. Il y aura un camp d'accord, qui sera plutôt de ce côté-là, et un camp de pas d'accord. Ça me va bien. Donc là, en fait, par rapport à ces deux panneaux, vous vous positionnerez en fonction des affirmations qu'on va vous donner. Vous serez soit d'accord, soit pas d'accord, mais vous avez le droit d'être un peu entre les deux. Et donc, du coup, ici, là où je me trouve, ça s'appelle la rivière du doute. Et donc là, vous n'êtes ni trop d'accord, ni pas d'accord. Vous ne savez pas trop, mais à un moment donné, par contre, il faudra vous positionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien écouter les arguments des uns et des autres, parce qu'il faudra passer soit, du coup, en pas d'accord, soit en d'accord. Ce n'est pas un endroit où on reste éternellement. Alors, du coup, je me rends compte que vous n'avez pas tous les éléments. Comme on avait vu qu'il y avait 150 participants à cet atelier, qu'il n'y en a qu'une trentaine qui peut nous rejoindre sur le débat mouvant, on s'était dit que peut-être on mettra à disposition une application pour que l'ensemble des participants puissent jouer avec nous. Mais en fait, on s'est dit que voilà, le numérique, ce n'était pas une fin en soi, qu'on allait plutôt se la jouer un peu comme le théâtre d'improvisation, si vous connaissez. Donc, normalement, vous aurez dû avoir, et j'ai pas fait gaffe, des cartons sur vos chaises verts. Oui, Sylvie, je veux bien. Ouais. Donc, vous allez les avoir. Un carton vert pour d'accord, un carton blanc pour la rivière du doute et un carton rouge pour pas d'accord. Et donc, vous pourrez également voter en disant vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et évidemment, à tout moment, vous pouvez changer d'avis et changer la couleur de votre carton. Alors, contrairement au théâtre d'improvisation, on ne va pas vous mettre des chaussons, vous ne pourrez pas les jeter, voilà, parce que vraiment, vous n'êtes pas du tout content de ce qui se passe. Mais en tout cas, vous pourrez participer. Ah, ben voilà les cartons. Donc, si... Tu veux bien leur distribuer? Ouais. Ça, c'est pour les moyens. Il faut qu'ils aient un rouge, un vert et un blanc. Oui, tous. Donc, Sylvie et Isabelle vont vous les distribuer. Vous aurez 3 cartons de couleur. Et du coup, ça vous laisse le temps de réfléchir. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous à qui on a demandé par un questionnaire si vous voulez nous rejoindre sur scène. Ils ont dit volontiers. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre. Et puis, ceux qui ont envie de tenter l'aventure, de venir aussi. C'est bien si on est une vingtaine. Comme ça, vous allez voir que ça va faire un petit groupe sympa. Non, il faut que tu l'appelles.
de batterie. Il n'y a plus de batterie. Ah oui, c'est Clara, non? Ah oui, je me souviens de toi. Ah oui, super, mais tu peux venir en deux. Je peux venir en deux? Oui, tu peux venir en deux. Bonjour. Alors on n'est pas à 20 encore. D'accord, super, venez. Allez, soyez pas timides. Si vous le souhaitez, avec plaisir. Non, du coup, vous n'en avez pas besoin. Let's play. Du coup, vous n'en avez pas besoin si vous venez jouer avec nous. Ouais. Combien tu en veux, Marion? Ouais, un peu plus quand même. Hein. Allez. Oui, Sinon, allez. je vais désigner, je rappelle, j'ai un taser. Allez, c'est sympa, on va pas vous manger. En plus, vous êtes les acteurs de l'atelier et nous, on fait que animer. Encore un petit peu. C'est sur rassurer sur la transformation numérique, le quotidien. Justifier à chaque fois, monsieur? Justifier? Ouais, si on est d'accord. En général, c'est un débat, donc il vaut mieux avoir quand même 2-3 idées. Ça se fait, il paraît. Mais vous verrez, ça vient très simplement. Combien Alors, de temps manque encore? C'est bon, il en manque encore. T'en as invité? Bon, de toute façon, vous allez voir, ils vont se mouiller. Et vous aurez peut-être envie de rejoindre la scène et vous pourrez à tout moment les rejoindre. Et même si vous avez envie Attends, de vous j'en ai un exprimer, de plus. J'en ai un de plus. et si vous avez envie de vous exprimer, on a des micros, on peut aussi vous les faire passer pour que vous puissiez vous exprimer librement. Mademoiselle OCV, C'est bon, Thierry? j'ai raté. T'as un panel suffisant? Oui, c'est bon. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont avoir envie de jouer. Alors, donc là, on va vous donner une succession d'affirmations qui ont été choisies exprès pour heurter un peu, des fois, les sensibilités. Et donc, une fois que vous allez, on va vous la lire, on la lire à tout le monde. Et donc, les participants vont se placer soit d'accord, pas d'accord. Et vous allez pouvoir lever votre carton, soit vert, soit rouge, soit neutre. OK pour la règle? Oui? Super. Alors, la première affirmation... Ah oui, non. Attendez, j'ai oublié le thème de la... faut quand même que je vous dise le thème du débat. Alors, la thématique qu'on a retenue, qui a ce nom très particulier, qui est « Rassurez-vous sur le quotidien numérique de l'entreprise ». On s'est rendu compte, mais ce n'est pas une découverte, que la question de la transformation numérique est un peu anxiogène. Ça stresse un peu. C'est un peu comme quand on change d'appartement ou quand on veut changer de voiture. C'est à la fois excitant et en même temps, ça génère une petite inquiétude. Surtout que quand on parle de quotidien numérique de l'entreprise, on est sur les fonctions de tous les jours. Et comme sur toutes les logiques de transformation, elles ont un impact sur tout le monde. Donc on s'est dit que c'était intéressant de s'interroger sur comment on allait pouvoir rassurer tout le monde, se détendre, se déstresser par rapport à cette problématique de la transformation numérique. Donc aujourd'hui, on va essayer de se rassurer, de discuter et de débattre autour de ce thème-là. Alors maintenant c'est bon, la première affirmation qu'on vous propose, c'est l'affaire du dirigeant. Sans stratégie claire et affirmée, rien ne peut être impulsé. D'accord, pas d'accord, rivière du doute. Pareil pour le public, il faut bien lever vos cartons parce qu'en fait on a la lumière. Positionnez-vous. Si vous ne savez pas, votez blanc. Ah, on a une majorité de pas d'accord. De pas d'accord. Eh bien, on va demander aux d'accord de s'exprimer et d'argumenter pourquoi ils sont d'accord. Alors, pourquoi je suis d'accord? Je pense qu'au départ, quand même, il faut un leader sur toute opération. Et si ça part pas d'en haut, il faut un leader. Et si ça part pas d'en haut, ça va être un peu compliqué. Donc, même si on a besoin de l'adhésion de l'équipe, il va falloir un engagement. Et l'engagement, il va obligatoirement, pour moi, venir de la direction. Alors, le numérique n'est qu'un outil. Donc, la question, c'est à quoi il va servir? Et il va servir une stratégie claire et affirmée.
Alors, c'est toujours dur d'être complètement d'accord avec une affirmation, mais effectivement, la stratégie claire et affirmée, je pense que c'est la base. Après, effectivement, ce n'est pas que l'affaire du dirigeant et ça ne peut pas être que impulsé par le dirigeant, mais effectivement, c'est le dirigeant qui définit une stratégie claire quand même et affirmée pour avancer et développer. Alors, on va donner la parole au pas d'accord et puis peut-être on reviendra après au d'accord. Alors oui, stratégie claire et affirmée évidemment. Là où finalement moi je me suis mis du côté du pas d'accord, c'est justement qu'elle soit impulsée par la direction. On parle beaucoup de conduite du changement, on parle beaucoup d'entreprises de moins en moins hiérarchiques, de plus en plus horizontales. Et l'idée aujourd'hui, et quand on voit qu'environ 90% d'un déploiement de CRM, par exemple, qui est vraiment le cœur d'une transformation numérique aussi, en termes d'optimisation interne et des équipes, qui sont des échecs, c'est pas parce qu'en fait l'outil n'est pas bon ou que la direction a mal fait les choses, c'est parce que les salariés ne sont pas impliqués dans cette stratégie-là. Et ça, à mon sens, en tout cas, c'est obligatoire donc il y a plein de stratégies qui existent, mais de se regrouper en petits groupes, de se voir, de parler avec les salariés pour faire remonter justement les informations nécessaires et aller jusqu'à la réussite du projet dans sa totalité. Quelqu'un d'autre ? Oui, la transformation numérique, c'est tellement une nécessité globale pour l'entreprise, c'est indispensable. Donc qu'elle soit impulsée par un dirigeant, je ne crois pas. Je crois qu'elle doit être impulsée par un groupe parce que c'est vital pour l'entreprise. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas que l'affaire du dirigeant, comme l'a dit madame. La notion de stratégie, pour moi, ce n'est pas la notion de stratégie qui est importante, c'est la notion de vision de ce qu'on veut et où on place son client au cœur de son entreprise. Donc en fait, c'est ni un problème d'affaire de dirigeant, ni de stratégie claire, mais par contre, c'est une question d'envie et de motivation et d'intégration en fait de son équipe dans ce type de projet. Pour compléter, pour moi, ce qui est l'affaire du dirigeant, c'est pas juste la notion de stratégie, c'est surtout de dire on va y dédier du temps et de l'argent pour le faire. Et que ça, il n'y a que le dirigeant qui peut le dire, qu'il faut libérer une demi-journée par mois des salariés pour participer à la stratégie, au choix des outils. Ça, pour moi, c'est le dirigeant qui donne le go pour y aller. Merci. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, madame. Ce n'est qu'un outil. Et en ça, ce n'est pas que l'affaire du dirigeant, puisque l'outil ne sera probablement pas utilisé que par le dirigeant, mais aussi par l'ensemble de l'entreprise. Et c'est pour ça que je me suis mis de ce côté. Après, voilà. C'est un outil, donc forcément à embarquer par l'ensemble des utilisateurs, des équipes, etc. Vous voulez vous exprimer ? Non. D'autres personnes veulent... Alors, est-ce que les d'accords veulent répondre ? Moi, je voudrais répondre sur plusieurs choses. D'une part, c'est quand même le dirigeant qui va accepter ou pas de donner du pouvoir à ses salariés au départ. Et c'est particulièrement vrai dans les PME et les TPE. Deuxièmement, oui, c'est vrai, c'est un outil qui va être utilisé par les salariés. Mais là encore, c'est le dirigeant, par la manière dont il va le faire approprier, qui va permettre que le digital entre dans l'entreprise. Le dirigeant impulse. Après, selon la façon dont il impulse, ses salariés vont pouvoir prendre leur pouvoir ou pas. Alors, attention, le ping-pong entre deux personnes est interdite. Donc, on s'adresse à toute la salle. Non, mais je rappelle les règles. Oui, en fait, si le dirigeant n'arrive pas à impulser le fait que la transformation numérique, c'est essentiel pour son entreprise, à ce moment-là, il vaut mieux pas qu'il dirige. C'est la conclusion ou d'autres veulent rebondir ? Est-ce que le public veut rebondir ? Est-ce qu'il y a du rebond dans le public ? Non ? Oui ? Si ? Non ? Ah, monsieur.
Ouais, moi, j'aurais dû me mettre au milieu parce qu'en fait, j'aurais aussi bien pu me mettre de l'autre côté. Ouais. Non, c'est juste que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante en fait. On a plein de paramètres qui vont faire que on va pouvoir s'approprier des outils numériques et développer une culture de confiance. Et ça fait partie du jeu parce que, effectivement, en tant que dirigeant, on est obligé d'avancer sur ce sujet. C'est une condition nécessaire et pas suffisante. Si la formulation était « c'est l'affaire exclusive du dirigeant », j'aurais clairement dit pas d'accord. C'est le but, c'est de vous faire réagir en fait. Et ben, du coup, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va passer à l'affirmation suivante et on échange avec Thierry. Allons-y. Affirmation numéro 2. Pour une entreprise, la transformation numérique, c'est nébuleux. Il n'y a pas de référentiel, ni même de méthode ou de définition commune. D'accord ? Pas d'accord ? Ou franchement, je ne sais pas. Le public, à vous de voter aussi par rapport à cette proposition. Ah, déjà, c'est très différent en termes de configuration. Ah, du renfort au niveau des pas d'accord. Ça bouge encore. Ok. Alors du coup, je vais inverser un petit peu vu qu'on a des pas d'accord et on n'en a pas beaucoup. Je vais commencer par eux si vous voulez bien. Bonjour, donc moi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là, puisqu'il existe plein de référentiels qui sont par exemple le TOGAF, c'est de l'architecture d'entreprise, ITIL, CMMI, des choses comme ça, qui donnent des référentiels pour s'approprier le digital dans l'entreprise. Très bien, passez à votre voisin. Bonjour, moi j'apprécie beaucoup la présence de certaines personnes bien connues en face. Je voudrais les rassurer, c'est pas grave, vous n'aurez pas mal, ça va même vous faire du bien, rentrer dans la transformation numérique. Il y a des référentiels comme ça vient d'être indiqué. Et puis finalement, ce qui compte en premier, c'est de satisfaire le client. Et la satisfaction client, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on en entend parler. Et la transformation numérique, elle part de là, c'est le user experience. Je crois que c'est ça le mot aujourd'hui qui est un petit peu à la mode. Mais c'est toujours la satisfaction client et à partir de là, on déploie des méthodes. Très bien. Du coup, je vais passer de l'autre côté. Alors, je vais peut-être essayer d'interroger des gens qui n'ont pas parlé jusque-là. Un avis d'étudiant pour changer. Un avis d'étudiant, c'est parfait. En gros, monsieur a parlé de UX en général. En gros, la définition du UX, c'est différent de chaque personne. Alors, je vais vous demander de vous positionner plutôt par rapport à la proposition que par rapport à la réponse de monsieur. C'était juste pour rebondir. Mais très bien. En soi, il n'y a pas de, je vois pas une entreprise. Enfin, je pense pas qu'une entreprise devrait avoir un manuel formel pour faire une transformation. En fait, il faut qu'elle s'adapte à sa façon d'étudier le marché, de travailler le marché, mais je ne pense pas qu'il y ait un code de conduite très spécial à reproduire pour avoir une vraie transformation numérique comme toutes les entreprises devraient le faire en fait. Chacun s'adapte à sa façon, à sa façon dont elle doit travailler avec ses clients et tous les clients ne sont pas les mêmes. D'accord. Monsieur Dufaux, un avis? Si on lit la question de la façon suivante, la transformation numérique appliquée à une entreprise, est-ce que c'est nébuleux, est-ce qu'il y a des référentiels? Sans doute qu'ils ont raison, les spécialistes savent ce qui existe, mais du point de vue de l'entreprise, je pense que c'est encore un sujet nouveau, pour beaucoup nébuleux, qui fait peur. Et parler de CMMI à un chef d'entreprise qui est dans la chaussure, c'est peut-être un pas de géant. Voilà. Très bien. Une autre réaction? Allez. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que d'avoir des méthodes et de définitions communes, évidemment que non. Alors si on est autant d'experts ici en transformation numérique et qu'il y a autant d'événements finalement autour de la transformation numérique pour justement
mettre en relation les experts et les chefs d'entreprise qui, eux, sont un peu perdus, on le sait bien. Voilà, la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que, bah oui, pourquoi est-ce qu'on fait des événements comme aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on, toute la journée, on essaye de créer des meet-ups, des conférences, etc. pour dire, mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de, enfin, c'est mon avis, pardon, hein, de définition commune. C'est surtout, moi, le mot commun. Bien sûr qu'il y a des référentiels, bien sûr qu'il y a des exemples, bien sûr qu'il y a des manières de faire, mais cette partie commune, non. C'est-à-dire que chaque entreprise a ses propres enjeux, chaque entreprise a ses propres objectifs, ses propres besoins humains et techniques. Donc voilà. Donc moi je suis d'accord. Voilà. Très bien. Une autre action? Allez, une dernière. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, il y a pas, l'entreprise n'est pas unique, donc déjà ça va dépendre des secteurs d'activité, du type d'entreprise. Après, pour rebondir à ce qui a été dit, je pense qu'il y a 3 étapes de la transformation. On parle souvent de l'expérience client, c'est vrai, mais après il y a aussi un deuxième niveau, tout ce qui va correspondre au process et ensuite au business model. Donc il y a 3 niveaux à mon sens de transformation. D'abord l'expérience, puis... C'est pas moi qu'il faut convaincre. Donc, puis les process, puis après les business models. Et je ne suis pas sûre que pour toute entreprise, effectivement, il y ait une appropriation des méthodes. Je pense qu'il n'y a pas de définition commune. Moi, je suis universitaire, donc je pense que sur la littérature, qu'est-ce que la transformation numérique? Je pense qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Donc, c'était par rapport à ça. Voilà. Très bien. Alors, cette fois-ci, on a des gens qui doutent sur cette proposition. Est-ce qu'il y en a qui veulent me faire part un petit peu de leurs doutes et s'exprimer sur ce sujet-là? Oui, moi en fait, je suis un peu d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des méthodes communes. Il y a des méthodes, ça c'est sûr. La transformation numérique, il y a des méthodes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition commune, puisque comme vous disiez, chaque entreprise a ses enjeux, ses objectifs, sa stratégie, etc. Donc c'est difficile de faire une transformation numérique sur étagère. Et concernant la partie référentielle, je m'arrête là parce que j'y connais rien. Très bien. Une autre action? Ouais. Ouais, alors c'est vrai que derrière c'est nébuleux. Pour la plupart des dirigeants d'entreprise, on le voit, moi je constate que ça peut être nébuleux. En ce qui concerne la méthode commune, je dirais que c'est comme une recette de cuisine. À un moment donné, si on fait une blanquette, les ingrédients restent toujours les mêmes. Par contre, chacun aura sa version de sa blanquette. Et je crois que c'est important, ça dépend de quel plaisir on a envie de donner à celui qui va manger la blanquette. Et là, c'est pareil, quelle stratégie, quelle valeur on veut donner à son client ou à ses collaborateurs. Voilà. Donc. Très bien. Mesdames, tenez. En fait, moi, je voulais juste dire quand on est ici, on n'entend pas très bien ce que les collègues disent parce qu'on a les micros. J'entends, ouais. J'entends. Non, mais du coup, tout a été dit. Je pense qu'effectivement, tout dépend de l'entreprise et de ce qu'on disait avant, du dirigeant. D'accord. Une dernière réaction? Non, ça résume bien. Est-ce que le public a des réactions par rapport à cette proposition? Oui, monsieur. Je me déplace. Je suis polyvalent. Bonjour. Moi, j'ai une question pour répondre à ce que vous avez dit. En fait, je ne vais pas donner de réponse, je vais juste avoir une question. Vous dites qu'il y a beaucoup d'experts, beaucoup de conférences, beaucoup de ci, beaucoup de ça, et puis j'entends qu'il y a des référentiels. Donc, j'étais même pas au courant. Ma question, c'est plutôt, est-ce qu'en fait, on n'a juste pas trouvé, ou on n'a pas encore réussi à trouver un modèle qui convienne? Juste, voilà, c'est plus une question, c'est pas une remarque, en fait. La question mérite d'être posée, elle est très ouverte. Alors, on ne va pas y répondre maintenant. On ouvrira le débat peut-être en conclusion sur ce type de sujet, où je vous invite à revenir échanger avec les différents spécialistes qui sont là. Oui, Élie. Ce qui a été dit est exact sur l'existence de référentiels très sectoriels dans certains sujets, comme CMMI, ITIL pour la partie développement, maturité, etc. Il existe des choses, bon, moi je travaille sur des référentiels de bonnes pratiques pour le web, donc les activités web, des modèles UX aussi. Ce qu'on voit apparaître dans ce secteur, c'est plein de petits référentiels très morcelés sur plein de sujets, parce que le sujet est extrêmement vaste. Il commence à y avoir des modèles qui sortent, qui essayent de décrire, il y a notamment un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur un vrai modèle complet qui essaye de décrire la totalité de la transfo numérique. Moi, ma thèse, c'est qu'on est très loin d'avoir ce qu'il nous faut pour travailler de manière
je dirais, un peu unifier, se comprendre que, par exemple, ce qu'on a dans l'open source, c'est qu'on ait un consultant qui travaille sur un CMS et qui installe quelque chose, et puis un autre consultant qui vient et qui va pouvoir prendre le relais parce qu'il travaille avec une méthode similaire. Voilà. Moi, j'attends que ça, parce que autant sur le web, je vois très bien ce qu'il faut faire, autant sur la transformation numérique, même en tant que chef d'entreprise, c'est... Merci. Affirmation suivante? Oui. Alors, on rebat les cartes. Affirmation numéro 3. Pour être efficace, chaque salarié et ou dirigeant doit obligatoirement avoir des compétences digitales. D'accord, pas d'accord, public aussi, vous pouvez voter. Il faut lever bien haut vos cartons parce qu'on ne les voit pas. Alors, plutôt une majorité de pas d'accord, a priori. Moi, cette fois, on va commencer par les pas d'accord. Quelqu'un veut s'exprimer? Non? Ah. Donc, ma vision pour avoir le fait de ne pas posséder les compétences digitales, ça, c'est pas important parce qu'on va les acquérir. C'est un peu comme quand on veut courir, on apprend d'abord à marcher. Donc, pour faire une transformation numérique, on n'est pas obligé de savoir là où on va aller. On apprend en même temps sur le chemin. Je pense que quand on est dirigeant d'entreprise, on n'est pas expert dans tous les domaines. C'est justement le principe d'un dirigeant. Par contre, je pense qu'il faut être curieux. Et donc, du coup, effectivement, le dirigeant, il s'appuie sur ses compétences clés et il va s'appuyer sur ses différents experts. Et c'est ce qui va justement permettre de pouvoir aussi de travailler cette transformation collectivement et donc pas par une personne qui est uniquement experte du domaine et qui va avoir une vision unique et non pas polyvalente et ouverte. Alors moi, cette phrase me pose question. Pour être efficace dans quoi? Et c'est quoi des compétences digitales? Donc, je vais parler des compétences digitales utilisateurs. Et je pense que pour être efficace dans la transformation numérique, il faut surtout savoir exprimer son besoin. Moi, je dirais que pour la transformation de l'entreprise, justement, l'un des enjeux majeurs, ça va être la montée en compétences des salariés sur des compétences spécifiques qui vont aider justement à la transformation de l'entreprise. Donc, c'est pas grave, comme disait madame, s'il n'y a pas, ou monsieur, je ne sais plus, s'il n'y a pas les compétences acquises, puisqu'elles vont être acquises par la suite. Et je rajouterais juste un mot, c'est de dire, je crois que par compétences digitales, moi je vais plutôt parler d'autre chose, c'est la peur du digital, et je crois qu'à un moment donné, il faut plutôt sécuriser les collaborateurs, parce que le digital, c'est qu'un outil, que tout le monde a la capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses dans ce domaine-là, mais il faut pas en avoir peur. Ok, on va donner alors la parole à la rivière du doute. Vous avez le droit de changer de côté parfois quand vous êtes convaincu par un argumentaire. Super, merci. Moi, ce qui m'a fait mettre au milieu du doute, c'est le mot obligatoirement. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de condamner les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui de salariés qui auraient des compétences digitales. Donc pour elles, c'est mort, elles ne vont pas se transformer, on leur dit adieu. Donc moi, c'est ce qui m'a fait mettre au milieu de la rivière du doute. Et la notion d'efficacité, c'était aussi qu'est-ce qui est efficace? C'est efficace vis-à-vis de la transformation numérique ou efficace pour l'entreprise et le métier dans lequel on est? Moi, je viens d'une entreprise industrielle. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens efficaces sur le terrain pour le geste technique. On va leur amener du digital. Ils vont nous aider aussi sur la construction de ce changement d'usage. Mais ce qui est important, c'est l'efficacité du process et pour lequel on l'attend, donc pour le client. Moi, je partagerais, je me suis mis au milieu parce que les salariés, je ne sais pas. Salariés, dans certains cas, c'est peut-être pas nécessaire. Aujourd'hui, un dirigeant qui ne sait pas envoyer un mail ou s'en sortir pour envoyer une proposition commerciale, etc., ça va être compliqué, ça va vraiment handicaper les utilisateurs, pour le coup, de l'autre côté, et les clients. Donc, je me dis, pour un dirigeant, je me mets bien au milieu. Un salarié, bon, je sais pas. Alors, les d'accord. Moi, plutôt de parler de compétences, je parlerai aussi de culture, en fait. Parce qu'évidemment, la compétence, elle s'acquiert. Et là, je suis rejoint les pas d'accord. Et ça, c'est évident. Mais d'avoir la culture, c'est un minima pour qu'en fait, que le projet fonctionne. S'il y a des réticences dans une entreprise, et j'en ai connu plein, eh ben, ça n'avance pas.
c'est compliqué, il y a des blocages. Culturellement, il y a des blocages. Et ça, c'est vraiment un phénomène. Moi, je parle de culture, en fait, sur le digital. On ne parle pas forcément de compétences. On doit s'y mettre, en fait. Et si on ne veut pas vraiment s'y mettre, collectivement, bah, le projet, il n'avance pas et l'entreprise, elle est pas bien, quoi. Et on a beau mettre un dirigeant super autoritaire, super didactique, ça ne marchera pas non plus. C'est pas une question simple. Moi, derrière ce que je comprends, c'est l'ouverture vers la stratégie RH de chaque entreprise. Est-ce qu'on a mis la bonne personne au bon endroit? Et en fonction de l'endroit où la personne est-ce qu'on la dote des outils qu'elle est capable d'appréhender? Voilà. Donc, il y a une vraie responsabilité. Oui, un dirigeant, effectivement, qui ne sait pas établir un petit mail avec une petite offre de prix, ça devient compliqué par les temps qui courent. Néanmoins, pas savoir affecter la bonne ressource au bon endroit pour faire le bon boulot, suivant des procédés, suivant des méthodos établis anciennes. Derrière, il y a des outils d'accompagnement digitaux, numériques, comme on voudra. Eh bien, on doit pouvoir adapter la personne au profil ou le profil à la personne en fonction des pénuries qu'on peut avoir sur certaines fonctions. Je parle par exemple dans le domaine industriel, un soudeur, vous n'allez pas l'embêter, un soudeur, avec de la transformation numérique. Par contre, s'il a une tablette pour savoir comment organiser son passage, son ordre de fabrication et où il en est, quelle pièce il a à souder et que ça lui permet de progresser, bah peut-être, sachant qu'il a probablement déjà une tablette chez lui ou à minima un smartphone, ça va l'intéresser. Oui. Oui, alors je rebondis justement. Moi, je pense qu'on en revient aux méthodes de la slide d'avant, parce qu'il y a une question d'appropriation qui est à traiter. La transformation numérique ne se fait pas sans appropriation. Et puis, on en discutait entre nous tout à l'heure, enfin juste à l'instant. On a affaire aujourd'hui à un croisement de générations, de gens qui n'ont pas grandi avec le numérique et puis d'autres qui naissent avec un smartphone à la main, pour leur plus grand malheur parfois. Mais en tout cas, voilà, on a dans les entreprises, je crois, tout un panel de gens qui ne savent pas envoyer un mail et d'autres qui ne savent pas qu'on peut envoyer un courrier papier. Et attention à la nouvelle génération qui ne sait pas non plus envoyer un mail. Hein. Sur la notion de compétence digitale, moi je me suis mis au milieu parce que c'est... je ne sais pas répondre si un salarié doit savoir comment coder pour mener un projet. Ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut intégrer le salarié et lui demander cette question d'appropriation culturelle de l'outil. Parce que nous, on a vu des projets dans certains secteurs d'activité qui s'arrêtaient parce que le salarié ne savait pas utiliser un portable. Et pourtant, on n'était pas sur une génération très âgée, hein. On était sur une personne d'une quarantaine d'années. Et donc là, et aussi parce qu'il y a le portable qu'ils utilisent chez eux, mais le portable dans le quotidien de son travail, ça c'est autre chose. Donc là, pour moi, c'est un facteur clé de succès de se poser la question de comment le métier du salarié est impacté par l'intégration d'un nouvel outil. Et donc du coup, la transformation numérique, elle se positionne pas uniquement du côté de la satisfaction client, mais elle se pose aussi du point de vue de la montée en compétence des salariés, de l'intégration de ces projets-là sur de l'innovation organisationnelle. Ok. Est-ce que quelqu'un dans le public veut réagir? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, ma réaction va être un petit peu provocatrice. Pour moi, le numérique, c'est l'alphabet d'aujourd'hui. Et ne pas savoir lire et écrire en termes de culture, hein, je suis assez d'accord avec ce mot-là, le numérique, c'est juste être déclassé demain. Donc, de mon point de vue, c'est la culture, c'est pas l'outil, puisque les outils, vous l'avez bien dit, tout peut s'apprendre. Mais la culture numérique, c'est l'alphabet de demain. Une autre réaction? Ah oui, Clara. Oui, mais de demain, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la plupart, oui, d'aujourd'hui, je suis bien placée pour pouvoir le dire, mais l'idée aujourd'hui, je pense, et lors d'événements comme ça, c'est de prôner une transformation numérique très bienveillante et très ouverte à tous, c'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, toute TPE, PME est capable de vivre une transformation numérique et n'a pas besoin, et heureusement, d'avoir une culture digitale et numérique qui existe depuis des années
Et l'idée, justement, en tout cas, je pense que c'est un peu le message aujourd'hui, c'est pouvoir dire n'ayez pas peur, ça va le faire, c'est pas grave. Alors évidemment, si on ne sait pas envoyer un mail, bon là, moi, je ne serais pas allée aussi loin, je pense que voilà. Mais c'est de se dire que c'est possible, qu'effectivement, ça passe par de la formation et ça passe par des facilitateurs et de la montée en compétences, c'est évident. Mais voilà, moi évidemment cette culture digitale, quand on est un chef d'entreprise et qu'on a 50 ans, on l'a pas forcément, et ça ne veut pas dire que toute l'entreprise ne peut pas, elle, prendre un virage numérique, et heureusement. Très bien. Une dernière réaction dans le public? Oui, bonjour. Moi, j'interviens auprès d'entreprises et je les accompagne dans ce qu'on appelle parfois pompeusement la transformation digitale. Moi, je me mettrai là-bas et encore Mais derrière. venez. Ah, ok. Venez Du coup, jouer. alors, je vais là. Sur la partie d'accord, même plutôt très très d'accord, parce que finalement, les salariés, ils font ce qu'on leur dit de faire généralement et plus ou moins en fonction du niveau de maturité. Par contre, le dirigeant, il doit avoir des compétences digitales, mais au-delà des compétences digitales, il doit avoir la vision finalement. Parce que si demain, et vous parliez d'accompagner les personnes, si demain le dirigeant il est derrière son écran d'ordinateur et quand les salariés viennent le voir, dire on a un nouvel outil CRM, un nouvel outil sales, un nouvel outil marketing, et on ne comprend pas, on ne sait pas, et que le dirigeant il n'a pas la vision de comment ça s'opère, ce que ça va apporter dans sa boîte et de la manière dont il va pouvoir accompagner le changement sur dire ok, aujourd'hui 2020 on en est là, 2022 on sera là, les étapes c'est ça et ça, le dirigeant s'il n'a pas ces compétences-là, il n'y aura pas de transformation numérique, il n'y aura pas de nouvel outil, ou il y aura un investissement dans des outils qui va rapporter zéro parce que les gens ne vont pas l'utiliser. Et c'est impératif, au-delà des compétences digitales, qui est la vision du dirigeant par rapport à ce que ça va pouvoir apporter dans la boîte. Sans ça, il n'y aura pas de transformation digitale, il n'y aura pas de nouvel outil et il n'y aura pas de performance au sein de la structure. C'est assez sympa cette question sur l'alphabétisation, parce qu'on le remarque de manière assez simple, il y a eu une grande lutte contre l'illettrisme. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans l'illettrisme numérique. Et finalement, dans une entreprise de charpente au fin fond du Pays Basque, le passage d'une génération à l'autre, eh bien le jeune qui reprend la suite de papa, qui a la soixantaine, qui va prendre sa retraite, ben, lui, je ne sais pas s'il est digital natif, mais enfin, il s'y est bien mis. Et finalement, le résultat, c'est que l'entreprise, petit à petit, elle se numérise, elle automatise ses process de suivi d'affaires, ce qui est mieux. Elle permet de s'assurer que lorsque les gars vont sur les chantiers, ben, qu'ils disposent d'une liste de fournitures complète et éventuellement peuvent interagir grâce à des tablettes in situ. Je ne suis pas un pronateur des tablettes, je n'ai pas d'action chez les marchands de tablettes, mais je crois que c'est un outil sympa, facile à mettre en œuvre et qui permet de un petit peu dédramatiser ce volet du numérique. Allez, une dernière et puis on va changer. Alors, moi, je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que les salariés font ce qu'on leur dit de faire. Les salariés feront ce qu'on leur dit de faire s'ils voient une utilité au numérique et s'ils se sentent respectés dans leur savoir-faire. On change d'affirmation. Très bien. Donc celle-là, On va passer un petit peu. Alors on va revenir sur un sujet un peu qui a fait couler beaucoup d'encre. Affirmation numéro 5, le RGPD, Règlement général sur la protection des données. C'est une contrainte de plus imposée par les politiques. Seules les grandes entreprises ont la taille critique pour capitaliser sur les données collectées. D'accord, pas d'accord, ou cela génère-t-il un doute dans vos convictions? Le public aussi? Le petit carton? D'accord, pas d'accord, le doute? Plus personne ne bouge? On fige? Ah bah j'ai commencé par le doute justement, tiens. Parce que moi-même le RGPD ça a pu me plonger dans certaines perplexités, donc je vous laisse la parole sur ça. Oui, bien, ça me plonge aussi dans certaines perplexités. Je pense que pour d'une petite entreprise, c'est une contrainte et que ça demande un minimum de structuration pour le faire correctement. Maintenant, et qu'effectivement, ils n'auront pas forcément les moyens de capitaliser sur les données collectives. Très bien. Alors du coup, je vais aller du côté des d'accords. Qui veut... Allez. Alors, le RGPD, c'est clairement une contrainte qui a été imposée par la CNIL, parce qu'au départ, c'est un peu le sujet, notamment pour garder la privacy pour les éléments publicitaires.
et de faire en sorte que nous, internautes, on arrête des data revendues sur le marché à tire-larigot, et que pour respecter ça, le RGPD est arrivé. C'est la continuité en fait de la CNIL, de ce qu'ils essayent de faire depuis 20 ans. Et donc c'est clairement une très très grosse contrainte. Alors pour le web marketing, c'est plutôt une bonne chose, comme ça au moins on arrête de traquer les gens n'importe comment et à utiliser les data, à utiliser la data un peu n'importe comment. Donc ça c'est plutôt, c'est propre, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant pour les entreprises traditionnelles de devoir être effectivement très conformes au RGPD pour que justement leurs données ne soient pas maltraitées, là ça devient un peu fou quoi. Parce que en fait, là aujourd'hui, si j'ai une clé USB dans la poche avec mon fichier client, je suis dans l'illégalité. Donc on est tombé après dans une espèce de normes très excessives qui effectivement, seules les très grosses entreprises aujourd'hui peuvent arriver à court-circuiter les règles, ou en tous les cas à faire en sorte ils les valident. Alors pour les petites boîtes, c'est un peu un enfer. Ouais. D'accord. Alors effectivement, le RGPD pour moi c'est une contrainte de plus pour les entreprises, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises, parce que les grandes entreprises, on s'en rend bien compte, on n'a pas accès à nos données. Certaines entreprises, on a beau leur dire je veux supprimer telle donnée, on n'y arrive pas. Notamment, je pense à des cartes bancaires sur certains sites où on est obligé de mettre la carte bancaire, sinon on ne peut pas commander et on ne peut pas dire qu'on veut supprimer la carte bancaire. Voilà. Apparemment, vous avez généré un doute d'ailleurs. Vas-y. Oui, alors, moi j'ai deux réflexions par rapport à ça. Donc, dans notre métier de conseil, on recueille beaucoup de données sur des gens qui sont en observation en fait, de l'UX ou de l'ergonomie. Et nos clients nous sortent des formulaires RGPD qui sont parfois incompréhensibles et qui sont très très pénalisants, très contraignants pour nous. Donc ça c'est la première réflexion. Donc pour nous c'est un peu une catastrophe parfois. La deuxième est plutôt une question d'échelle. On est plutôt là ici à une échelle nationale voire européenne et je trouve qu'il y a un énorme déséquilibre avec le reste du monde qui parfois pas ces mêmes précautions par rapport aux données personnelles. Donc la question se pose un peu aussi à cette échelle-là, quoi. Mais voilà, c'est pas en local, ça reste contraignant. Alors je vois Elis Lehine qui piaffe. Apparemment, il a des arguments, il a des choses à dire. Non, c'est juste une précision parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que c'est poussé par la CNIL, c'est pas spécialement poussé par la CNIL. La CNIL est chargée de le faire appliquer. C'est un règlement européen, donc ça va bien au-delà des directives. C'est un règlement européen qui a été fait pour défendre le consommateur, l'utilisateur final. Et en fait, il a été fait en arrière-plan pour essayer de lutter contre la confiscation des données européennes vers les grands acteurs du numérique, le GAFA. Donc on se retrouve dans un cas où une loi a été mise en place, enfin un règlement européen, c'est-à-dire qui fait force de loi immédiatement sans même avoir à être transposé dans la loi nationale, se retrouve à être appliqué directement et appliqué par la CNIL avec des entreprises qui font des abus majeurs et qui sont sanctionnées tout de suite très vite. Donc oui, ça défend l'utilisateur. Il est évident que le RGPD ne va pas du tout s'appliquer de la même façon sur un acteur du marketing qui diffuse des données récupérées dans des cookies ou du panoptique. Enfin, c'est une vraie cochonnerie, quoi. C'est ça qui vise. On en a besoin pour les petites entreprises, mais il faut se rappeler qu'on est avant tout des utilisateurs et qu'on a un besoin majeur de s'occuper de ça, mais vite, en tant qu'utilisateur. Alors oui, après, on dirige des TPE. Moi, avant de me mettre en conformité avec le RGPD complètement, c'est très, très compliqué. Donc voilà, juste la rectification, c'est pas la CNIL qui pousse ça, hein, c'est un règlement, hein, c'est chaud, quoi. Alors, on ne fait pas de débat l'un contre l'autre comme ça. J'ai un taser, je rappelle. Une autre opinion sur le RGPD? Non? Ah, madame. Donc moi je suis d'accord que c'est pas imposé par les politiques, c'est vraiment pour protéger les consommateurs. Par contre, j'avais jamais vu le RGPD comme un outil pour capitaliser sur les données collectées. Ça par contre, c'est pour ça que moi j'ai hésité à me mettre entre le doute et le d'accord, parce que sur ça, moi c'est un vrai point d'interrogation. Pour les TPE-PME, j'avais même pas pensé que le RGPD permettait de capitaliser sur des données collectées. Donc ça, c'est peut-être le cas des grandes entreprises et c'est peut-être pas le cas des TPE-PME après. Donc voilà, entre les deux, entre le doute et le d'accord. Très bien. Alors du coup, entre le doute et le d'accord, on a quelqu'un qui a bougé
pendant le débat. Donc peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez bougé? Et c'est la formulation, effectivement. J'ai eu du mal avec une contrainte de plus par les politiques, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est effectivement pour protéger le consommateur. Et effectivement, la deuxième raison, c'est que les grandes entreprises, bien sûr, les petites entreprises, je prends une start-up les grandes entreprises s'appuient sur des start-up pour justement travailler sur cette collecte de données. Donc en fait, c'est la phrase qui m'a gênée, mais effectivement, ça reste une contrainte. Quand on a son entreprise, on se rend bien compte que ça crée une contrainte. C'est pour ça que j'ai glissé en me disant, effectivement, c'est le mot contrainte, je suis d'accord, et effectivement, c'est les grandes entreprises qui vont avoir une possibilité d'utilité derrière qui est un peu plus grande que les plus petites. Donc voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'au niveau du public, il y a eu des réactions par rapport à cette affirmation? Tout le monde est prêt pour le RGPD? Très bien. Alors comme il y a une petite disproportion de membres, je repasse la parole au d'accord. S'il y a un argument final à apporter par rapport à cette affirmation ou pas? Vous avez dit tout ce que c'est. Allez. N'oublions pas que si le RGPD, donc la CNIL, depuis quasiment 2000, est sur notre sujet, donc de la protection de la data, c'est parce qu'en fait, le modèle économique du web, c'est quand même la donnée. En fait, tout est gratuit sur Internet, donc pour arriver à gagner de l'argent, il faut faire de la pub. Et pour faire de la pub, avec le ciblage qui est nécessaire pour faire d'une bonne pub efficace, il faut utiliser des cookies. Sauf qu'il y a eu des écarts, il y a eu du n'importe quoi. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a ce règlement, mais qui s'est généralisé pour l'ensemble des entreprises, web et non web. Et c'est ça le problème, parce que les entreprises qui font pas justement utilisent des cookies et qui font comme elles font, comme elles peuvent le faire, et là, ça s'applique aussi à elles, ça c'est un vrai problème. Mais au départ, effectivement, respecter la data que nous sommes nous, c'est un point effectivement qui est fondamental. Et donc là, la CNIL a fait du bon boulot. Allez, on va passer à l'affirmation suivante. La dernière, car il faut bien conclure à un moment donné. Alors, pour la dernière, j'en ai choisi une. Oui, celle-là. Hop. Non, celle-là. Pardon, ça. Transformation numérique rime forcément avec agilité et sobriété numérique. D'accord, pas d'accord. Ça sera la dernière affirmation. Hein. J'ai un doute. Pareil pour le public? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? J'ai une perte de motivation sur les votes. Ah, il y non. a des neutres Okay. un petit peu. Ouais. Faut lever haut vos cartons, on les voit pas. Levez que je vois un petit peu vos opinions, d'accord? J'ai des qui sont d'accord. Ouais. Là, on est sur quelque chose de moins tranché, dirons-nous. Ça se voit aussi au niveau des répartitions. Alors, on va commencer par la rivière du doute. Alors, la rivière du doute. Alors, je dirais que c'est le terme, c'est le mot forcément qui me pose problème. Voilà, parce que oui, bien entendu, aujourd'hui, on est sur une projection, un état d'esprit autour de l'agilité et la sobriété numérique. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir tous, je dirais, y passer par là. Par contre, c'est un sas, c'est un passage. Donc aujourd'hui, ça va se faire progressivement. Et donc voilà, je ne suis pas d'accord avec le forcément, mais transformation numérique rimera avec agilité et sobriété numérique. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas sûr que... Alors, il y a deux sujets quand même. Hein. Il y a l'agilité et la sobriété, qui sont deux sujets complètement différents, à mon sens. La sobriété, c'est le sujet majeur du siècle à venir, mais est-ce qu'on a tous conscience de notre sobriété numérique? Je ne suis pas certain. Quant à l'agilité, on en revient aux méthodes. Encore, excusez-moi, ça doit être une obsession chez moi, mais la méthode agile ne fait pas toujours ses preuves. Donc, est-ce que ça rime forcément avec agilité et sobriété numérique? Sans doute plus tard, dans le futur. D'autres dans la rivière du doute veulent s'exprimer? Non? Oui? En gros, moi, la transformation numérique, je vois ça comme... Enfin, je vois pas comme agilité et sobriété. Je vois l'agilité et la sobriété, je vois ça comme une fin, en fait. Je vois ça comme justement la fin de la transformation numérique. Pas au tout début, c'est pas ce qu'on doit avoir au tout début. On doit être prêt à s'adapter
et à acquérir ces compétences, mais pas au tout début. C'est une entreprise n'a pas forcément à avoir beaucoup d'agilité et de sobriété numérique au tout début de sa transformation numérique, mais en soi, je reste au milieu parce que ça reste des compétences à acquérir, mais vers la fin, pas directement, et c'est pas les premières choses à laquelle je pense quand je pense à transformation numérique en fait. Du coup, j'ai du mal à me positionner sur ça. Voilà. T'es d'accord? Oui? Alors la transformation numérique, de mon point de vue, elle est forcément agile, puisqu'il y a quelques années, pour faire de l'informatique ou utiliser les outils informatiques, il fallait des gens justement qui avaient fait plein d'études, qui étaient compétents, qu'on en parlait tout à l'heure, qui avaient le savoir, et maintenant, c'est plus le cas du tout. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans, il utilise déjà le smartphone des parents pour surfer, trouver des dessins animés qui lui plaisent, des choses comme ça. Donc la transformation numérique a forcément donné de l'agilité. Par contre, la sobriété numérique, malheureusement, elle est illusoire, parce que si on regarde dans le passé, je pense que tous les 18 mois, on double le stockage des données qui existent et on consomme de plus en plus d'électricité. Mais néanmoins, c'est là où ça serait bien d'aller, quoi. Le seul mot qui me parle dans cette question, c'est le mot agilité. Et je pense que derrière, on va utiliser tout ce qu'il faut pour rester agile, mais agile sans être enchaîné par des process industrialisés, prédigérés, prémâchés par des grands éditeurs de solutions soft. On en connaît, on ne va pas citer de nom pour ne pas être désagréable. Et ça va générer de la sobriété numérique. Et la transformation numérique, c'est comment gagner en agilité, donc se délester, tout en ayant la capacité à conquérir de nouveaux territoires. Et je reviens toujours sur cette thématique première, celle de la satisfaction client. Dans les pas d'accord? Est-ce que... Oui, vous voulez vous exprimer? Ça fait 20 ans qu'on parle de transformation numérique, et la sobriété numérique, on en parle depuis pas très longtemps en fait. Je crois que le terme sobriété numérique, il doit avoir, il a moins d'1 an. Donc c'est vrai qu'on a travaillé longtemps et pendant 20 ans sur cette fameuse transformation numérique, et tout d'un coup on se dit « Ah mais ça craint parce que ça pollue vraiment beaucoup ». Moi j'avais un argument fallacieux il y a très longtemps, c'est de dire « Bah regardez, du coup on déforeste moins parce que maintenant on numérise tout ». Ouais, mais déforester c'est bien de plus déforester, mais le problème c'est qu'on consomme énormément d'énergie et qu'on rejette du carbone voilà, énormément, tant et plus. Donc c'est pour ça que c'est récent en fait le terme de sobriété numérique. Alors l'agilité pour moi, oui, l'agilité c'est normal, il faut être agile. De toute façon il faut être agile pour transformer l'entreprise. Donc ça c'est pas, pour moi c'est pas un concept particulièrement lié au numérique. Merci. Quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a changé de bord, hein, mais on a l'œil. Hein. Non, moi j'ai changé parce qu'en fait j'aurais dû me mettre au milieu dès le départ. Je suis d'accord avec la notion d'agilité. Par contre, la sobriété numérique, je pense qu'on n'y est pas encore et que ça peut justement freiner des entreprises qui ont une bonne intention en se disant « Ouh là là, on n'y arrivera jamais ». Il faut commencer par étapes. Voilà, le changement, ça ne peut pas se faire d'un seul coup et on peut avancer par petits pas et y arriver très bien au final. Dans le public, des réactions? Je vous repasse le micro. Je suis désolé, je vais reposer une question. Mais il y a un mot qui m'a fait tiquer, justement, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez parlé de fin de transformation numérique et qu'à la fin de la transformation numérique, il y aurait une agilité. Mais moi, je voyais pas ça comme une fin, je voyais ça comme un mouvement continu. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que peut-être il y aura l'agilité? Quand arrive l'agilité, en fait? Si quelqu'un peut répondre. Oui, pardon. En gros, je vois l'agilité comme une fin, comme un objectif en fait. Je vois vraiment, je me dis, s'il y a une bonne transition, on aura forcément de l'agilité, on aura forcément, on touchera à nos objectifs. Et l'agilité en soi, comme l'ont expliqué les messieurs et les madames juste à côté de moi, c'est une fin en soi, c'est une nécessité pour une entreprise d'être agile. Et dans une transformation, c'est obligatoire aussi. Donc l'agilité, je vois vraiment ça comme une fin en soi et un objectif pour une transformation numérique bien réussie en fait. Et voilà, tout simplement. Moi, je suis assez d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on vit, à mon avis, dans une accélération, en fin de compte, qui va jamais s'arrêter. On va s'accélérer, ça va transformer. Et effectivement, je vois ce que
quand on enclenche une entreprise à déclencher une transformation numérique, effectivement, elle espère être plus agile, mais plus agile pour être toujours plus agile et pour pouvoir s'adapter en continu, en fin de compte, et retrouver à chaque fois cette capacité d'anticiper, d'anticiper l'avenir, en fait. Mais effectivement. Philippe ? Ouais, peut-être pour sur ce fun de transformation, quand c'est qu'il arrivera, c'était la question. Je crois que si on revient à l'électricité, à un moment donné, il y a eu une transformation électrique aussi au siècle dernier, même un peu avant. Et je crois que ça va s'arrêter le jour où on ne prononcera plus le terme transformation. On sera dans le numérique voilà, à 100%, sans se poser de questions, sans plus. Comme aujourd'hui, on ne parle plus de transformation électrique depuis bien longtemps. Alors qu'à l'époque, ces questions ont dû se poser. Alors, on va vous demander encore 5 minutes de votre attention, mais on peut remercier l'ensemble des participants, on peut même les applaudir d'avoir participé à ce débat mouvant. Merci beaucoup. Bravo. En fait, ce genre de format vous prouve qu'il n'y a pas de réponse unique. Il y en a plein, en fait. Ça dépend de vos sensibilités, de vos parcours, voilà, et aussi de vos interprétations de la langue française. C'est le but du jeu. Voilà, les affirmations vous sont posées et c'est à vous, voilà, de les recevoir avec vos acquis, vos compétences et votre passé. Pour terminer, en fait, on aime bien apporter aussi un apport de connaissances. Et du coup, avec Thierry, je recherche ma manette. On voulait juste conclure sur des chiffres clés. Alors, ça, c'était... Hop. Alors évidemment, vu le timing qu'on avait, il y a des items qu'on a squeezés pour pas non plus déborder. Il y a sûrement des thématiques qui auraient été intéressantes à aborder. Mais de manière totalement arbitraire, on a décidé à un moment donné d'arrêter le débat. Oui, puis en plus, comme vous construisez le débat, en fait, il y a aussi, vous avez répondu à certaines affirmations qu'on avait nous-mêmes mis, donc on a préféré, voilà, pour pas tourner en rond, les squeezer. Alors juste pour terminer, des chiffres clés. Donc tout à l'heure, Antoine, il en a parlé en plénière. Ça vient du baromètre croissance et digital des PME. Donc juste pour vous dire que les PME et ETI qui se sont lancées dans une transformation numérique ont 2 fois plus de chances de croître que celles qui n'ont pas démarré leur transformation numérique. Du côté des ETI, il y en a 87% qui indiquent que le numérique constitue un levier important. Et au total, 34% des entreprises pensent que le numérique est clé pour 25% de leur développement annuel. Alors, évidemment, il y a des freins pour cette transformation numérique, ou du moins elles sont ressenties au niveau des TPE. Alors, on identifie le manque de temps pour 54%, le coût de l'investissement à 49%, la complexité de la mise en œuvre, le manque de formation. Ça revient un petit peu, ça reboucle avec certains items qu'on a abordés en débat. Le digital n'est pas assez présent stratégiquement dans tous les services de l'entreprise. On en a parlé un petit peu sur l'implication des collaborateurs. Il demeure encore trop cantonné au département informatique, système d'information et à la communication. 73% des entreprises, en tout cas celles qui ont répondu à l'étude, ont une équipe dédiée à la transition numérique. Et seuls 33% font état d'interaction dans ce cadre avec d'autres services de l'entreprise. Alors bien entendu, toutes les entreprises n'ont pas de service informatique, mais ça vous donne une illustration des opinions en la matière. Et les derniers chiffres clés, donc les 4 piliers pour une transformation numérique réussie, c'est une politique et une stratégie volontariste de l'entreprise qui passe forcément aussi par l'implication forte de la direction, une équipe dédiée à la transformation numérique, mais avec des relais forts en interne au sein des différents services, une bonne connaissance client. Et pour les entreprises marchandes, c'est aussi combiné point de vente physique et digital. Voilà, on vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce débat mouvant. On espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a éclairé aussi, que les propos des participants vous ont éclairé sur vos propres transformations numériques. Et puis si vous voulez, tout à l'heure, il y en a un autre débat mouvant cet après-midi qui portera plutôt sur l'innovation de rupture et la relation aux startups et aux labos. Merci. Bon après-midi.